Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'invité du direct, dans une émission d'économie. Difficile de parler d'économie depuis quelque temps en Algérie. Tous les regards sont tournés vers le politique et vers la crise du Covid qui nous assaillit. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Norm Dahi, professeur économiste, professeur à Toulouse School of Economics. Merci Norm Dahi de venir à la rescousse de Radio M pour réfléchir à nouveau sur la conjoncture, sur ce qui se passe en Algérie. Comment ça va? Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Tout va bien, merci. Dans les circonstances actuelles, je n'ai pas à me plaindre. Oui, Voilà. Alors justement, les circonstances actuelles, c'est évidemment la pandémie. C'est cette deuxième vague qui a un peu surpris tous les exécutifs un peu partout dans le monde et qui a décalé le cycle de relance, de reprise qui s'était mis en place au troisième trimestre de l'année et donc qui va faire en sorte que les bons chiffres vont tarder à revenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le climat en Europe, dans les pays développés, depuis qu'on s'est rendu compte que les vaccins peuvent arriver plus vite et peut-être endiguer la Covid-19 un peu plus vite que ce que nous redoutions? Bon, évidemment, l'espoir d'une fin de pandémie assez rapide est là, mais ça prend du temps, on n'en sait rien. Il y a encore des doutes, évidemment. Il faut voir comment est-ce que les premiers tests vont être faits. Est-ce qu'ils vont être bien... ils vont avoir un effet positif rapidement, sans effet secondaire. Maintenant, les marchés financiers, évidemment, ils réagissent très vite. Et clairement, dès la première annonce du vaccin, donc il y a 5 semaines, la bourse a beaucoup augmenté. Donc, typiquement des secteurs en particulier, des secteurs qui ont été très fortement touchés, comme les services, l'hôtel, le tourisme, l'aviation. Donc, il y a là où on peut voir de l'anticipation, elle est là. Mais dans l'économie réelle, évidemment, l'économie réelle, c'est une fois que c'est fait. Est-ce qu'on a une idée sur le cycle et comment il peut se transmettre de les anticipations financières à la bourse vers l'économie réelle? Exemple, je prends un exemple. Si un titre d'une chaîne hôtelière ou une compagnie d'aviation qui était malmenée pendant toute l'année 2020 reprend des couleurs, ça ne veut pas dire pour autant tout de suite que l'activité elle-même va redécoller, sortir du sinistre. Je vais prendre l'exemple d'Airbus que j'ai un peu suivi parce que c'est à Toulouse et tout ça. C'était à 130 avant l'action était à 130 € avant la pandémie. Elle s'est effondrée mi-mars, elle est arrivée, je crois, autour de 45. Et c'est là où tu as acheté beaucoup d'actions, c'est ça? J'ai acheté. Je dis en vaguement. Pas exactement là, mais bon. Mais début mai, elle était à 55. C'est à ce moment-là que j'ai acheté. Elle est montée à 70, 80, 86, elle est redescendue. Mais elle était stable à 80. Dès que les annonces ont été faites pour le premier vaccin, c'est monté à 92 ou 93. On est en une journée. Très bien. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise pour demander à quel moment. Et pourtant, le transport aérien n'a pas repris. Mais les gens, ils anticipent parce que c'est de la richesse, en fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, ce cycle, on a évoqué un secteur très réactif par rapport à la reprise d'activité. Nous, en Algérie, on pense notamment à la demande énergétique. Est-ce que comment ça peut retentir sur la demande énergétique, ce frémissement dans les bourses? Le pétrole, c'est quand même des produits. Le prix, il est toujours pour des livraisons à 3 mois.
Donc, bon, c'est relativement stable. Là, l'OPEP commence à dire peut-être certains anticipent cela et donc ils n'ont pas envie de renouveler les accords. On verra ce qui va se faire. Mais ça prendra un peu de temps. Mais ce qui est clair, c'est que dès que l'économie réelle va reprendre, le transport va reprendre, en particulier le transport routier, les voitures, et ça, on sait que ça représente 50% quand même. Avant la crise, c'était 50% de la consommation mondiale. Et donc ça va avoir un impact très fort sur la consommation de pétrole. Pour ce qui est de... après, est-ce que le transport aérien va reprendre rapidement? Il consomme pas mal aussi, hein. Ça, on ne le sait pas encore. Il va reprendre, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudra peut-être une dizaine d'années pour retrouver le niveau d'avant-crise, mais je n'en sais rien. Oui, la, la, le ch- la façon dont le prix de référence a été choisi dans le budget algérien pour 2021, tu considères que c'est suffisamment prudentiel? Les gens qui travaillent sur la prévision du prix du pétrole, ils vous disent la chose suivante. Sur les 6 mois prochains, on peut tenir compte des stocks, des tas de paramètres pour ajuster un peu le prix, pour bien prévoir le prix. Mais sinon, au-delà de 6 mois, la meilleure prévision du pétrole, c'est le prix d'aujourd'hui. Toutes les études sérieuses, c'est ce qu'elles disent. Donc, dire que le prix du pétrole prévisionnel, c'est $40, je crois que c'est ça qui a été Oui, oui, fait. c'est ça, c'est 40 dollars. J'ai oublié de le dire dans la Et question. On aurait dû prendre le moment. Bon, le débat parlementaire, la façon dont on en prépare un budget, une loi de finances, ça dure plusieurs semaines. Le prix du moment, ça peut changer pendant ces semaines et ces mois d'ailleurs, des fois. Mais bon, le prix moyen sur cette année-là, il est autour de 42, 43, et donc prévoir cela, c'est raisonnable. Après, on verra. Pour les réserves de change, je crois qu'ils ont pris, ça fait 2 ans qu'ils font ce jeu subtil, c'est qu'ils prennent une référence d'à $40 pour le budget et une référence à $50 pour le calcul des réserves de change à la fin de l'année, parce qu'ils ne veulent pas dire que les réserves de change vont beaucoup baisser. Mais bon, c'est de Mais, la com, hein. mais elles vont beaucoup baisser. Elles vont beaucoup baisser. Elles ont baissé. La Banque d'Algérie a publié le rapport du mois de septembre de son état de compte en allant à travers les lignes et j'ai fait les calculs. On en est à fin septembre. Les réserves de change étaient à 51 milliards. D'ici la fin de l'année, elles seront à 48, peut-être, ou 47. Enfin, la fin de l'année, on y est, hein. Nous, ce qui nous intéresse déjà, Oui, c'est le premier semestre 2021. je On pense qu'on restera, on sera restera à sur la 40. même. Alors, la pandémie a quand même freiné l'hémorragie, on est d'accord, des réserves de change. Bien sûr. Donc, la pandémie a eu plusieurs effets. Un, c'est évidemment la baisse des recettes pétrolières. Ça a un effet négatif. Ensuite, l'effet positif, parce qu'il faut aussi écouter ce que les autres banques centrales, elles publient. Notre banque centrale ne publie plus rien depuis un moment, mais les effets positifs sur les réserves de change, c'est que bon, les achats, en particulier les dépenses d'équipement et tout ça, ont clairement baissé, et donc on importe moins. Ils ont serré la vis. Même les médicaments, quand on voit qu'ils manquent des médicaments. Donc, sur les réserves de change, ça les ralentit. Après, il n'y a pas eu des programmes de l'Omra, il n'y a pas eu de programme de l'Hajj. Donc, ça, évidemment, c'est des devises en moins qui sont restées. Et il y avait un autre point, mais bon, c'est pas tellement ça. Mais ça reste à la marge. Ça marche, mais ils ont surtout serré la vis. Ils ont Oui, surtout serré la oui. vis. Dans les services, probablement beaucoup, ce qui est une bonne chose, mais ils ont aussi serré la vis sur l'économie réelle. Comme elle est déjà, elle ne va pas bien. Alors, La surfacturation. La surfacturation, il faut espérer que quand même, qui était clairement élevée dans les services, mais pas que, il faut espérer qu'elle a beaucoup baissé. Mais je ne sais pas, j'ai pas de...
Avec tous les chefs d'entreprise qui ont été en prison, toutes les procédures en cours, etc., c'est le minimum qu'on peut espérer, hein, qu'il y ait moins de surfacturation. En attendant, après l'EPO, dans le dopage, dans le Tour de France, on a trouvé après une autre formule pour se doper, c'était la transfusion sanguine. Il faut espérer que les délinquants financiers ne trouvent pas une autre formule de faire évader de l'argent d'Algérie. En Oui, attendant, mais on il en faut a aussi on a voir besoin. l'entreprise publique. Il faut aussi voir du côté des entreprises publiques qui consomment beaucoup de devises, évidemment Sonatrach, mais Sonelgaz aussi. Sonelgaz, il faut absolument arrêter son plan d'investissement. Les capacités de production de Sonelgaz, hors été, elles sont utilisées à 25%. 75% des capacités de production de Sonelgaz ne sont pas utilisées 10 mois d'écart. Vous vous rendez compte? C'est un réseau qui est paramétré pour le pic de juillet-août. Oui, on le sait. Et ça coûte très cher. Et la Oui, solution n'a il y pas a encore aussi été trouvée. Oui, mais on pourrait mettre une heure de pointe le midi, l'heure de pointe, elle est encore le soir, alors qu'on sait très bien depuis 8 ou 9 ans, le midi, on pourrait mettre la tarification de l'heure de pointe le midi. Mais des gens qui investissent, qui sont derrière son attrape, il doit y avoir des gens malins qui se font des fortunes. Et puissants. Oui, on en reparlera. On en reparlera parce On qu'effectivement, c'est un immense chantier. Alors, on s'est parlé pour préparer cette émission. Norm Dahi, tu étais un peu catastrophé par la taille du déficit en 2021, le déficit prévisionnel qui s'accumule au déficit des années dernières. Enfin, c'est effectivement effrayant. Oui, c'est effrayant. J'aimerais finir juste un point sur sur le niveau de l'économie mondiale, c'est que il va y avoir une reprise. Donc, le FMI prévoit une reprise de 5% pour l'année prochaine, mais ça va se tasser en 2022, 2023, ça va baisser vers 3,5. Et en Europe, dans les pays occidentaux, ce que les gens se disent, c'est qu'OK, on est en train de creuser les déficits et tout ça, mais à un moment donné, il faudra payer. Et donc, à un moment donné, il faudra augmenter les impôts, il faudra faire des coupes budgétaires, et donc ça ne sera pas transparent. Donc, pour revenir, effectivement, le déficit élevé. Donc, ce qui est annoncé donc, par rapport aux dépêches, donc, de ce qui dit l'APS et disponible, un déficit du budget de 13,5% du PIB et un déficit de 10%. Alors, j'aimerais rappeler un point. On parle souvent du déficit primaire, le déficit global. C'est quoi la différence? C'est que le déficit primaire, c'est vraiment les dépenses et les recettes, mais le déficit global, la différence entre les deux, c'est qu'il y a aussi le remboursement de la dette et des taux de la dette. Et c'est logique de séparer les deux. Mais dans le contexte actuel, la différence entre les deux déficits, elle est de près de 4%. C'est principalement le financement de la caisse de retraite. La caisse de retraite ne remboursera jamais ça. Donc pour moi, c'est une dépense comme une autre que l'État est en train de faire. C'est très bien, il faut payer les retraites. Mais on devrait lui changer de case. Comment? On devrait lui changer de case à cette dépense. Oh, mais oui, Yahya l'avait mis en dépense d'équipement. Non, elle est bien là. Non, elle est très bien. C'est le bon endroit. Hein. C'est le bon endroit. C'est une dépense du Trésor. Il faut la réforme, mais tant qu'il faut payer les retraites d'ici là. C'est un engagement de l'État. Et donc voilà, 16,5, il doit y avoir 1% de PIB, c'est des affaires de remboursement de dette et tout ça, très bien. Mais 16,5, c'est énorme. C'était le cas déjà en 2020. Alors quand on voit les autres pays, si vous voulez les déficits de tous les pays en gros ont eu 5 à 6% de déficit supplémentaire à cause de Covid. Et c'est logique, parce que moins de recettes fiscales, plus de dépenses pour aider les personnes, les entreprises et tout ça. Donc, c'est normal qu'il soit élevé. Mais nous, on partait déjà d'un niveau très élevé. C'est-à-dire en 2000,
2019, celui du Trésor était à 9,5%. Et donc, 8% se rajoute, dû à la crise. Mais on partait de 9,5%, ce qui est très, très élevé. Oui, et on n'a jamais réussi à baisser. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le gouvernement dans ces arbitrages pour faire un déficit moins important pour 2021? Okay. Bon, là, il a choisi de taper dans les investissements publics, donc le budget d'équipement est raboté, et il est à peine de 3 000 milliards, c'est l'un des plus bas. Tous les projets, les nouveaux projets, les mises en chantier sont gelées. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres arbitrages à faire? Bon, il y a plusieurs choses. On pourrait se dire, bon, il faut dépenser moins et mieux. Et ensuite, il faut augmenter les recettes. Ça, c'est le discours habituel. Augmenter les recettes fiscales dans le contexte actuel. Bon, on pourrait se dire, il aurait fallu élargir l'assiette. Il y a des secteurs qui ne payent pas d'impôts. Je rappelle que l'agriculture en Algérie, c'est 0%. Oui. C'est anormal. C'est comme le Maroc. Le Maroc, c'est la famille royale et les familles proches de la famille royale. En Tunisie, c'est 5%. Donc peut-être à un moment donné, il va falloir quand même penser à attaquer ce secteur. Après, le secteur de l'informel qui est... Il y a la taxe foncière aussi, dont on parle beaucoup au niveau local. La taxe foncière. Ensuite, il faut se demander est-ce que la baisse des salaires, des impôts des personnes qui gagnent moins que 40 000 dinars par mois était une bonne initiative dans le contexte actuel. Bon, très bien, je suis content pour eux, mais globalement, c'est quand même près de 100 milliards par an, c'est-à-dire 0,5% de PIB. La chose qui manque, qu'on aurait pu, c'est vraiment s'attaquer un peu aux subventions, en particulier de l'énergie et surtout l'électricité. Il faut l'électricité, tout le monde a un compteur chez lui, où on répertorie ce que vous consommez. Et 50% des ménages algériens, dans leur tarification, en fait, ils ne touchent pas la troisième tranche. Il y a une moitié qui touche la cinquième tranche. On devrait augmenter le prix de la troisième tranche. Et ça ne touchera que les familles les plus aisées, c'est-à-dire en gros ceux qui ont le climatiseur. Écoutez, vous êtes à Alger, allez voir dans les quartiers, vous verrez les quartiers qui ont dans les maisons, les appartements ont des climatiseurs, et voilà, c'est conforme au prix de l'immobilier. Ensuite, il faudrait, oui, utiliser mieux le système financier, l'argent qui est en dehors du système bancaire, mais il faut l'attirer, c'est ok, c'est bien. Norm Dahi, pour faire tout ça, il aurait fallu qu'il y ait une ingénierie financière, mais aussi, enfin, économique, mais aussi politique. Est-ce que c'est pas des mesures qui sont difficiles à prendre pour un gouvernement aussi isolé, politiquement aussi peu légitime que celui de M. Djerad? Ok, il y a un double contexte. Il y a le contexte de la crise politique que l'on vit depuis 2019 et qui est encore là. Et on va voir si le président effectivement va rentrer et on verra dans quelle situation il est. Et en plus, il y a la situation du Covid. Donc évidemment, c'est pas pendant une situation de pandémie que tu vas augmenter les impôts et tout ça. Mais peut-être il y avait des choses à faire du côté de certaines choses comme l'électricité, ou bien des réformes faciles pour attirer les fonds qui sont dehors, des incitatifs fiscaux. C'est bien de faire des produits financiers compatibles avec la charia, mais je ne sais pas, je ne connais pas si c'est rentable ou pas. Ouais. Je vais prendre un exemple. L'immobilier, c'est fondamentalement, dans le cas de la finance islamique, c'est du leasing. Ça veut dire que la banque va l'acheter et vous allez le payer petit à petit et à la fin, elle va vous le revendre. Mais ça veut dire que cet immobilier-là, il va payer 2 fois la taxe de vente d'immobilier. Et c'est 7% en Algérie, c'est ça? L'immobilier, la taxe sur l'immobilier. Mais est-ce que quelque chose a été prévu pour éviter ça? Je ne crois pas. Dernier point dont il parle, privatisation.
Et les pays, c'est important de les faire, mais ça prendra du temps. Il faut espérer que, je vous rappelle que l'oligarchie, ce qu'elle voulait faire, c'était prendre des projets, emprunter auprès des banques publiques et les utiliser. De ce point de vue-là, au dernier moment, la présidence de l'époque avait bloqué ce projet-là. Oui. On parle du retour aux privatisations, mais bon, il y a aussi... Moi, je suis favorable par la bourse, 20%. Il faut évidemment rendre la direction totalement indépendante et non pas comme, par exemple, Saïdal. Maintenant, sur le budget que vous m'avez dit, si on regarde effectivement les dépenses pour 2021, les dépenses de fonctionnement seront de 26% du PIB et les dépenses d'équipement de 13,5%. 26%, c'est élevé, mais c'est normal que ça augmente parce qu'il va falloir aider les gens. Alors, après, on va arriver au sujet, à un sujet de prédilection chez le professeur Meddahi, c'est le financement du déficit. Le professeur Meddahi avait dit qu'on ne pourrait pas ne pas recourir à nouveau à la planche à billets dans des proportions qui doivent rester sous contrôle populaire dans des pays où il y a des institutions pour le faire. Ce serait quoi aujourd'hui une politique de financement monétaire du déficit? Ce serait combien on va dire, de milliers de dinars à décaisser, à ajouter à ceux qui ont été déjà décaissés par la Banque d'Algérie? J'aimerais finir un point, excuse-moi Hassan. Dépenses d'équipement, c'est 13,5% du PIB. Historiquement, ce n'est pas très bas. Et juste pour vous donner un exemple, en la période 2000-2004, on était à 9,3%. Donc en fait, les dépenses d'équipement par rapport au PIB, on pourrait se dire, c'est pas très bas. Mais le problème, c'est que le PIB a vachement baissé. Et il aurait fallu, j'aurais souhaité un plan de relance économique qui a augmenté ces dépenses d'équipement, quitte à augmenter le déficit budgétaire. Parce que le problème, 86-88, on est en train de refaire les mêmes erreurs qu'en 86-88. Serrer la vis du commerce extérieur, baisser les dépenses d'équipement. On connaît le résultat, c'est la hausse du chômage. Oui. Raouf Bouskine et moi, en octobre 85, on avait dit c'est l'erreur à ne pas faire. En octobre 2017. Comment? Vous avez dit ça en octobre 2017. 2015. Non, 2015. 2015. 2015. Ne refaites pas les erreurs de la période 86-88. Et je signale que le ministre des Finances de l'époque a été nommé il y a quelques mois conseiller économique à la présidence. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je ne sais pas. Oui, on va expliquer à nos amis auditeurs. Il s'agit de M. Abdelaziz Khlaf, qui était aux affaires en 86-89, qui a répondu à la chute des prix du pétrole. Bon, on imagine que ce n'est pas lui qui a répondu tout seul. Il y avait un Premier ministre qui s'appelait Abdelhamid Brahimi, qui a répondu par une baisse drastique du budget d'équipement qui a causé une explosion du chômage et probablement donné lieu aux événements d'octobre 88. Qui aurait pu être décalé sinon. Donc, on est peut-être en train de reproduire le même scénario. On va peut-être garder ça dans le titre de cette émission, parce que cet avertissement, il est très important de le rappeler. Ça, on a cessé de le faire. Il est très important. Et le commerce extérieur, c'est pareil. Il ne faut pas étrangler les commerces extérieurs, parce que si on veut une transformation économique, il va falloir importer des machines, du matériel et tout ça. Oui. Et donc, il faut importer. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'importer des choses dont on n'a pas besoin ou qui ne sont pas prioritaires. Il faut quand même se replonger de ce que la politique que menait Boumediene et Bled Arab Islam qui vient de nous quitter. Ils ont financé le pays, ils ont transformé l'économie du pays en investissant. Et c'est ce qu'il faudra faire. Oui, oui. C'est bien noté. Norman Dahi, j'ai posé une question sur le financement monétaire. Alors, oui, quand on parle d'un déficit de 17,5%, il va falloir trouver ça. Bon, on ne va pas le trouver à l'étranger, on ne va pas le trouver dans l'épargne. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la Banque centrale. Quand on voit dans tous les pays du monde, enfin le gros des pays du monde, c'est ce qui est en train de se faire.
en particulier les pays les plus développés, les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre, le Japon. Achat massif par ces banques centrales de bons du trésor de ces pays-là pour soutenir les déficits. C'était déjà le cas dans la crise de 2008. La Banque centrale européenne avait traîné pour le faire et elle a fini par le faire. Et ça a été coûteux de ne pas l'avoir fait d'emblée. Évidemment, c'est pas anodin. Juste une question à ce stade, Nour Bdahi. Oui. Bon, évidemment, une banque centrale comme la Banque centrale européenne, c'est les administrateurs, c'est les États membres, mais c'est aussi le management, c'est aussi la gouvernance. On sait que Mario Draghi était plus enclin à financer à la façon des États-Unis et de la Fed, alors que son prédécesseur, Jean-Claude Trichet, était plus orthodoxe, plus classique. Est-ce qu'en Algérie, on n'a pas aussi un problème, surtout un problème de gouvernance de la Banque d'Algérie? On a le sentiment que même s'il se décidait une décision d'aller vers la planche à billets, les mises en œuvre, les équilibres, la façon de le faire, etc. Aujourd'hui, la Banque d'Algérie, c'est toi qui le rappelais tout à l'heure, elle n'est même pas en mesure de prendre une note de conjoncture. Est-ce que c'est pas compliqué maintenant de conduire une politique de quantitative easing avec la Banque d'Algérie? De toute manière, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, s'il y a un déficit comme ça, il n'y a pas le choix. L'argent doit venir de la Banque. Il viendra de la Banque d'Algérie. Mais ce qui est derrière, c'est de se poser la question, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'on va faire au cours des prochaines années? Parce que le rôle d'une banque centrale, c'est de se projeter sur plusieurs années. Là, on a parlé de banques centrales des pays développés, mais il faut regarder aussi des banques centrales des pays moins développés, émergents, en particulier nos voisins. Le Maroc, ça fait le gouverneur de la Banque centrale marocaine, ça fait un an et demi qu'il résiste à l'utilisation de la planche à billets. Il est allé il y a une semaine au Parlement. Il lui a dit, vous me demandez de créer de l'inflation. Moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de lutter contre l'inflation. C'est pas d'en créer. La Banque centrale tunisienne, elle a résisté. Mais il y a 5 jours, au Parlement, une loi de finances complémentaire pour 2020 a été votée et où il y a le montant, c'est écrit, la Banque centrale est autorisée à donner tel montant en planche à billets. Ils ont décidé c'est 3% de PIB. Donc on voit bien qu'il y a de la résistance, qu'il y a des gens qui savent. Dans le cas algérien, clairement, si on remonte dans le temps, le gouverneur Larsassi était opposé. Et il était opposé à une forme directe. Il a été débarqué. Un an après, en octobre 2017, il y a une loi qui est passée, la loi de finances, et là, ça a été, ils ont ouvert les vannes à grande échelle. 6 500 milliards quand même imprimés en 2 ans. À comparer, 30% à comparer avec les 3% que vient de voter le Parlement tunisien. En 2 ans, c'était même pas utile. Là. Les reliquats de ce qui a été imprimé, même en janvier 2019, je pense qu'ils ont continué d'être utilisés jusqu'à cet été-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris, imprimés pour imprimer. Ils ont beaucoup dépensé, mais je pense qu'ils avaient l'intention de dire, après l'élection du 5e mandat, on arrête d'imprimer, mais parce qu'ils avaient imprimé pour tenir 2 ans. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la planche à billets, quand on parle de planche à billets, financement monétaire, maintenant, les connaissances ont avancé pour comprendre que le risque inflationniste, dont les gens avaient vachement peur, il n'arrive pas systématiquement, ça dépend des mécanismes, ça dépend de la transmission de la politique monétaire, ça dépend où cet argent va. Raouf Boussoukin et moi, on avait recommandé, c'est public, on avait recommandé 2500 milliards de dinars de planche à billets sur 3 ans, et on avait dit, il n'y aura pas d'inflation.
d'inflation. Et l'argument, un des arguments, c'était que avec le déficit de la balance de paiement, de toute manière, l'argent va sortir. Les dinars vont être détruits. Tout Vont être l'argent détruits, créé par donc la planche à ne pas exercer une pression inflationniste sur les prix. billets. Mais et ça s'est avéré, malgré le fait qu'ils ont imprimé presque le triple de ce qu'on avait recommandé. Et en un laps de temps beaucoup plus court. Mais il n'y a pas que le risque inflationniste quand on parle de planche à billets. Et c'est pour ça qu'on voit les résistances, et c'est pour ça que l'Arsassi était résistant. Je vous rappelle, quand l'Arsassi il a eu la fin de mission, je vous avais donné une interview écrite, on avait en 2 parties, et je vous avais dit, le risque inflationniste, je pense qu'il est faible. Le risque qui m'inquiète le plus, c'est le risque, j'avais utilisé le mot, d'aléa moral du gouvernement. Bien Ce sûr. que j'avais dit, c'est que le risque, c'est qu'ils mettent la main sur la planche à billets et du coup, ils vont pas faire de réformes, ils vont arrêter la rigueur. En 2016, c'est ce qui m'inquiétait, c'est ce que je pensais. J'ai été agréablement surpris par la loi de finances 2017, qui a été une vraie loi de rigueur. Le FMI a même écrit publiquement que c'était trop. C'est du jamais vu. Mais bon, on peut être Elle avait d'accord, été pas faite d'accord, par mais le gouvernement Sellal. Hein. la gouvernance locale qui a été conseillée par la task force, entre autres, où Raouf Boussetier C'était la première était année de la trajectoire triennale, trajectoire budgétaire triennale. Moi, je n'y étais pas dans cette Non, 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 mais il y a encore des gens qui pensent que c'est un. Mais ce que je voulais dire, mais dès que. Alors, j'ai soutenu en avril 2017 la planche à billets, on a écrit un document, et je vais vous dire, hein, quand Ould Qaddour a été nommé à la tête de Sonatrach le 1er avril, j'ai été choqué. Le 2 avril, j'ai écrit une note pour expliquer qu'il y avait beaucoup d'argent dans la banque centrale et qu'en particulier, si on avait libellé le FRR en dollars, il aurait été à 20 milliards de dollars de plus. Après, évidemment, c'est 20 milliards, mais comme il était libellé en dinars, ben, le FRR a vachement baissé. Mais évidemment, cet argent n'a pas disparu. Il s'est retrouvé dans les coffres de la Banque d'Algérie. Et la Banque d'Algérie a depuis donné beaucoup de dividendes et aussi a financé la planche à billets. Mais depuis 2017, octobre 2017, donc c'est Yahya qui a fait passer la loi, et ils sont mis à dépenser de manière démesurée, comme s'il n'y avait plus de contraintes. Je ne sais pas si celle-là aurait fait la même chose ou pas, mais ce que je constate, c'est que depuis, il n'y a plus de limites. Et on en est encore là. Pourtant, le gouvernement Tebboune a commencé par dire, enfin, Tebboune lui-même, qu'on n'aurait pas recours à la planche à billets de nouveau. J'ai toujours dit que c'était pas une promesse qu'il arriverait à tenir. Il le disait au début parce qu'il y avait encore le reliquat de la planche à billets de ce qui a été tiré. En décembre 2019, c'est ça. En décembre 2019, le reliquat était de 1700 milliards. Donc il pouvait dire, et les gens autour de lui, il disait pas de planche à billets, pas de financement extérieur, mais au début de l'année, il disait plus rien sur le financement planche à billets, il se taisait, il disait encore pas de financement extérieur. Mais alors, même financement extérieur, on y arrive. On y arrive. Alors, le FMI était à Alger la semaine dernière. On y a consacré quelques papiers. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que c'est, en termes de management et de gouvernance économique, le bon moment de prévoir un retour de l'Algérie sur le marché financier international, même s'il reste encore plus de 40 milliards de dollars en réserve de change? Et à quelles conditions il faut le faire? Alors, dans les financements extérieurs, il y a 3 volets. Il y a le volet des institutions internationales. C'est des taux très bas et c'est des remboursements à long terme. Donc ça, c'est très bien. On l'a toujours défendu. Le deuxième volet, c'est les accords bilatéraux, donc d'État à État. C'est pareil, c'est souvent des taux faibles et à long terme, mais ils vous disent, c'est nous qui allons faire le travail. Et ça, je pense que c'est bien. Il faut juste bien maturer les projets pour que ce soit des projets dont on a vraiment besoin
et qu'il soit fait au bon moment, au bon endroit et bien calibré. Le troisième volet, c'est le marché des capitaux extérieurs. Moi, j'étais contre depuis plusieurs années et j'avais deux arguments. Le premier argument, c'est que le dinar est surévalué. Ça veut dire que, on pourra en parler après, je crois vous avez prévu une question sur le dinar. Le dinar est surévalué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on emprunte un milliard de dollars aujourd'hui, si vous voulez, attends, je vais le redire autrement. Il faudra mobiliser beaucoup de dinars pour le rembourser. Voilà, parce que exactement, comme c'est de la dette réelle, quand vous allez, la part du PIB, un milliard de dollars aujourd'hui, si vous voulez, comme le dinar est surévalué, il ne va pas vous donner beaucoup de dinars. Au moment de rembourser, il faudra mobiliser beaucoup plus de dinars. Exactement. Et c'est ce qui s'est exactement passé en 86-87, c'est-à-dire que la dette extérieure en termes de dollars n'a pas beaucoup augmenté sur 10 ans. Elle a un peu augmenté, mais pas beaucoup. Par contre, la part dans le PIB a vachement augmenté, parce que le PIB a vachement baissé. C'est pour ça que j'ai toujours été beaucoup plus favorable à de l'endettement interne. Mais on y arrivera, c'est inévitable. De manière, les sociétés vont venir, elles vont amener du savoir-faire, mais il faut commencer à se préparer, c'est-à-dire former les équipes, avoir une cotation internationale. Mais le deuxième risque que j'ai toujours défendu, donc j'ai toujours pointé, c'est qu'il y a cette affaire de dinar. Le deuxième, on a des déficits de budget et de balance de très élevés. Ça veut dire que les prêts que nous allons faire vont être à des taux très élevés, parce qu'on va être perçu comme un pays dont le risque de défaut de paiement est très élevé. Et donc, j'ai toujours défendu, ce qu'il faut, c'est baisser ces taux-là, des déficits interne et externe, c'est-à-dire budget et balance de paiement, à des niveaux raisonnables de 3 à 4%. Et là, on pourra aller avoir des taux d'intérêt sur des marchés internationaux. Le risque Algérie, Norm Dahib, versus le risque Tunisie pour les prêteurs internationaux, les créanciers? Non, on a un risque beaucoup plus élevé. Non. Il y a des 17% de déficit de budget. La Tunisie, elle est à 9 ou 10 avec la pandémie. Et balance de paiement, nous, on est de l'ordre de 12 milliards. De 12% du PIB, pardon. 11 à 12%. Donc, on est beaucoup plus. Non. On aurait, si on allait sur le marché international. On emprunterait à des taux plus élevés que ceux de la Tunisie. Un taux élevé et on aurait une maturité courte. Parce que les gens, ils vont vous prêter en disant, on va vous prêter sur 3 ans. On peut toujours vous prendre les méthaniers, les bateaux de Sonatrach, la produit de Setbrun, on peut lui mettre dessus, la main dessus. Donc, ils auront ça comme garantie de remboursement. Oui. À 10 ans, les gens, ils auront peur. Oui, c'est aussi noté ça. On va devoir finir, mais on va finir sur la question du dinar parce qu'on voit bien que ce soit dans le financement des déficits budgétaires, dans le traitement de déficit de paiement, 12% du PIB, c'est une variable d'ajustement qui reste essentielle. Si vous voulez, quand on voit le déficit du budget et surtout le déficit de la balance de paiement, le dinar est clairement surévalué. Ça fait des années qu'on le dit. Il y a eu des ajustements, il y a des efforts qui ont été faits, mais on en est encore loin. Surtout que le prix du pétrole s'est effondré. En plus, on exporte 20% de moins de pétrole à cause de l'accord OPEP. Qui a été poursuivi pour 3 autres mois. Voilà. Et donc le ministre de l'Énergie, il a dit que cette année, en 2020, on aurait des recettes pétrolières qui sont en baisse de 10 milliards de dollars. Quand même, c'est pas rien. C'est 7% du PIB. Quand on voit ça, c'est clairement que le dinar est surévalué. Maintenant, donc la loi de finances prévoit une baisse de 10% pour l'année prochaine. Il est à peu près à 130, il est à 129,5. Donc, il y a une baisse au printemps. 129,5 versus le dollar. Le dollar. C'est le dollar qu'il faut regarder, c'est pas l'euro. Parce qu'il y a des fluctuations entre le dollar et
et l'euro, il ne faut pas regarder. Par rapport au dollar, vous m'avez invité au mois de mai, il était à 128,5, un dollar à 128,5 dinars. Aujourd'hui, il est à 129,5, donc il y a un dollar. La loi de finances prévoit 142,5 en moyenne pour l'année prochaine. Et donc, c'est une baisse de 10% ou 11%. C'est beaucoup. C'est pas 10% sur une année, c'est beaucoup. Ce que je pense, moi, c'est la chose suivante, c'est que, en termes réels, le dinar, alors c'est difficile de dire combien, mais bon, si je devais dire un chiffre, je dirais que il faudrait une baisse de 25% du taux de change en termes réels par rapport au dollar. En termes réels, c'est-à-dire déflaté, voilà, je vais venir, corrigé par l'inflation. Donc, il faudrait qu'un dollar soit à 175 dinars. Après, évidemment, si vous faites une baisse comme ça, il va y avoir de l'inflation créée par la baisse du dinar. Mais donc, ce qu'il faudra, comme les taux de change, ils tiennent compte des différentiels d'inflation. Donc, il faudra que le dinar continue de baisser en nominal. J'ai fait un compte à peu près 15%. Il faut s'attendre par ailleurs à ce que on n'aura pas le choix, à ce que les subventions baissent, et en particulier dans l'énergie. Et là, en prenant une inflation, si vous voulez, mis bout à bout, plus l'inflation habituelle, mis bout à bout, je pense qu'il y aura une inflation de à peu près de 60% sur 5 ans. En cumulé. En cumulé. Ce qui nous amène un dollar à 250 dinars dans 5 ans. C'est ce que je pense. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que je pense. C'est évidemment, c'est une très forte baisse. C'est-à-dire qu'en nominal, c'est 50% de baisse sur 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? 50%, ça amène juste un dinar en nominal à 180. Non, un dollar à 180 dinars. Si j'ai tout bien suivi. Non, 250. Parce que là, il faudrait. Aujourd'hui, il est à 130. Oui, 6,5. Dans ce sens-là, si vous voulez, si vous l'amenez à. Si un dollar est à 130, si un dollar devient à 250, ça veut dire que le dollar va augmenter en gros de 90%, 95%. Mais le dinar va baisser de 50%. Vous savez, c'est l'affaire. Si vous passez de 100 à 80, c'est une baisse de 20%. Mais quand vous passez de 80 à 100, c'est une hausse de 25%. C'est un truc classique qu'on enseigne. Mais donc, moi, ce qui me parle... Pour nos amis auditeurs, la recommandation de plutôt 150 dinars pour un dollar que ce qui a été proposé, plutôt 170, c'était ça la proposition. C'est sur une année, hein, c'est à la fin de l'année 2021, c'est sur une période d'une année. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut étaler l'ajustement sur une longue période. C'est-à-dire que l'amener d'ici 18 mois, l'amener à 175 et ensuite continuer les ajustements dus à l'inflation. Et pour nous ramener à 250 dans 5 ans. Moi, je pense qu'il est très important de lisser. L'Aksasi a lissé la baisse du de dinar 2014 à 2017. En juin 2014, il était à $1 pour 80. Fin décembre 2015, il était à 110. C'est-à-dire il a amené de 80 à 110 en 1 an et demi, en le lissant, mais l'inflation n'a pas explosé. Le risque, si on voit ce qui se passe, si on voit que le gouvernement ne fait rien et tout ça, le risque, c'est qu'à un moment donné, en gros, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'ils vont continuer la planche à billets et ne rien faire jusqu'à l'épuisement des réserves de change. Et un jour, ils vont se réveiller et dire on va faire baisser le dinar. Et ils le feront de manière brutale. Et on aura ce qu'on a vu dans le passé, c'est-à-dire on aura des taux d'inflation à 30%, à 35%. C'est ce qu'on a eu dans notre pays pendant 6 ou 7 ans. 94-97.
Pas au-delà. Non, au début des années. Non, avant. Avant, oui, ça a commencé avant D'accord. l'ajustement. Ça a commencé avant. Et des taux d'intérêt qui vont augmenter, Non, mais Dahi, des, on va être obligé de terminer cette émission. La recommandation sur la politique monétaire, c'est engager une politique de dévaluation maintenant pour pouvoir la lisser dans la durée et pour ne pas avoir à faire une dévaluation brutale dans 3 ans quand les réserves de change, ou même d'ailleurs avant, quand les réserves de change se seront épuisées. Et l'autre recommandation, c'est pour la planche à billets, c'est inévitable, mais maintenant, il faut s'engager, dire on va utiliser tant de pourcentage, la Banque d'Algérie va financer, je vais prendre un exemple comme ça, en 2021, 15% avec la planche à billets, en 2022, 10%, en 2023, 7 ou 6%, et on arrête. Il faut prendre des engagements fermes. Sinon, pourquoi est-ce que ce gouverneur il va refuser? Le pire va dire virez-moi, et puis voilà. Et Mais donc, ce serait le 4e gouverneur en 4 ans. c'est pas le problème du gouverneur, c'est On la a bien politique. compris. On a compris. Je rappelle, le FMI, on peut en penser ce qu'on veut, c'est que vous y allez quand vous n'avez plus d'argent. Et c'est la seule banque qui vous dit, d'accord, je vais vous prêter, mais voici mes conditions. Ça, c'est le premier rappel. Donc, quand on se retrouve chez les FMI, c'est la faute au pays. La deuxième chose, c'est que il y a des taux d'intérêt, il y a des trucs, mais il y a d'autres choses qui sont cachées. Et je rappelle que la signature par l'Algérie de l'acte de non-prolifération des armes nucléaires s'est fait dans la foulée de l'accord avec le FMI. Bien sûr, il y a toujours des clauses cachées. Il y a des clauses cachées. Donc, moi, c'est pas à moi de décider, de dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose de signer ce traité-là. Mais l'Algérie s'était fermement opposée pendant 25 ans et elle l'a fait en cachette. Voilà. Norm Dahi, merci beaucoup. C'est toujours un très grand plaisir de nous entretenir avec toi parce que c'est précis, c'est concret, c'est documenté, c'est chiffré. À mon avis, les ministres et les gouvernements qui se sont succédés ont toujours beaucoup bénéficié soit de tes interventions, soit des notes écrites. D'ailleurs, très souvent avec ton compagnon et ton complice en termes de production intellectuelle, Raouf Bouhouskine, que nous saluons d'ici, du studio de Radio 1. Merci encore une fois de nous avoir consacré du temps à partir de Toulouse School of Economics, à partir de la maison aujourd'hui. Et merci, c'était extrêmement instructif. À très bientôt. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.